puis, on utilise aussi, comme je dis là, pour déterminer l'espace de la représentation, quand on devait déterminer l'extension de la représentation au niveau des agents universels environnantes. Bon, voilà quelques-unes des applications que je viens d'énumérer. Le E infini, remarque, ce qui me concerne, le E infini, je vous ai dit tout à l'heure qu'on prend une fonction X quand je prends E infini, quand je prends V, un vecteur différent par E infini, suivant une représentation donnée, hein, une représentation pi, ça veut dire que l'application qui a tout, si on associe le pi X de V là, ceci, il est de classe infinie. Donc, c'est de G dans E. Donc, dans le V là, il est l'élément de ceci. La question qui se pose là, quelle est la topologie qu'on peut définir sur E infini, hein, assez riche sur E infini? Qu'est-ce qu'on fait? Si je note par exemple ici, si je note cette fonction-là comme étant égale à le V θ, habituellement c'est tel ou autre V θ, ou bien c'est tel ou autre comme étant égal à pi V, c'est pareil. Hein? Donc si je prends V, je note cette application V θ, l'application qui a tout V, l'application qui part de E infini, et ça tombe dans ce valeur dans E. Si bien que grâce à cette identification dont je parle, pour tout vecteur différenciable, on lui associe une fonction comme c'est de cet espace-là, ça permet d'identifier cet espace de vecteurs différenciables à un fermé de cet espace-là, de G dans E. Et la topologie induite par la topologie de cet espace-là qui est donné, qui est en général même une de la topologie de limite inductive, qu'on appelle de limite inductive, c'est-à-dire on considère des fonctions de classe infinie de G dans E. Je prends un compact de G, de ceci, un compact de G, je considère les fonctions qui sont de classe infinie de G dans E, qui sont contenues dans ce compact-là. Et grâce à la topologie de limite inductive, on définit la topologie de ceci. Maintenant, la restriction, la topologie induite par ceci sur H permet de voir que cette application-là met une topologie très riche. Hein? En anglais, on dit c'est une topologie très riche. C'est ça, cette topologie qu'on utilise beaucoup de plus pour construire, pour étudier ces genres qui sont différenciables. Donc, la topologie, c'est pas la topologie. Vous savez que s'il est d'abord dans E, hein, c'est pas la topologie de l'espace de Fréchet qu'il induit, fonction différenciable de G à E, dont il hérite de ça. C'est ça qui, avec cette topologie, il est plus fine que la topologie qui provient de E. Hein? Bon, ça, il faut que je fasse cette remarque-là rapidement de ceci. À part ça, je vais revenir, avant de voir à mon test, là, je vais parler un peu de quoi le but même de mon exposé, c'est quoi? Voilà. Vous avez pi. Hein? Je prends une représentation pi. En fait, c'est de G dans un espace d'endomorphisme, ça dépend de l'espace de votre représentation, qui était que le pi x, y ici est égal à. Et puis le pi de E est égal à l'identité de votre espace que vous choisissez. Exactement. Au lieu de considérer les représentations, ce travail a été fait, j'ai un bouquin que je peux vous partager après, où ce travail a été fait beaucoup plus sur les représentations, et en particulier même en dimension infinie, ça a été fait, des groupes de Lie de dimension infinie. Ouais, je vais parler de ça rapidement aussi là. Quand on parle de groupe de Lie de dimension infinie, est un Lie groupe de dimension infinie. Ça, ce sera très utile aussi pour la suite de mon exposé. Vous savez que la dimension, quand vous prenez une carte quelconque donnée, la dimension du groupe de Lie, c'est des cartes, des atlas, et ainsi de suite. Hein. Autrement dit, ce qui est plus simple pour définir un groupe de Lie, c'est des groupes topologiques connexes, des groupes topologiques qui sont connexes, qui soient juste localement euclidiens. C'est-à-dire tout point admin vaginal qui est homomorphe à un ouvert de Rn. C'est ce qu'on appelle localement euclidien. Zipping
et puis Montgomery ont montré effectivement que tout groupe topologique connaisse localement euclidien est isomorphe à un groupe de Lie. C'est une définition très simple de définir un groupe de Lie par rapport à définir les variétés, tout ça là c'est compliqué. Hein. Bon, quand on parle de dimension d'un groupe de Lie, je dis tout à l'heure, c'est la dimension de la carte. La carte, quand je prends une carte de ceci phi, le phi là, c'est un homomorphisme de U de phi. Ceci, c'est un ouvert de Rn. C'est pourquoi on dit que le tout point, hein, ou le P ici, quand je prends la carte en P, hein, pas dans l'élément P qui est dans le groupe en question. Donc, il existe un variant, le U est un variant de U qui est homomorphe à un sous-espace, à un ouvert de ceci. Ça, c'est l'ouvert en question de Rn. Maintenant, en dimension, et la dimension de la case, c'est juste le N, là, quoi, dans lequel vous travaillez, l'espace euclidien sur lequel vous plongez tous vos ouverts. Maintenant, quand on parle de groupe de Lie de Banach, ça c'est important aussi, groupe de Lie de Banach, groupe de Lie de Banach, ou mais je vais parler des groupes de Lie de Fréchet et des groupes de Lie de Hilbert. En anglais, on dit qu'on appelle ça Banach Lie Group, Fletcher's Lie Group, Hilbert Lie Group. Hein, ça, c'est souvent quand on veut travailler en dimension infinie, on prend des groupes de Lie de dimension infinie qu'on utilise ce genre de notion-là. Ça veut dire que tout point de votre groupe-là, il admet un voisinage qui est homomorphe à un ouvert de l'espace de Banach. Le de Rn, on prend ici l'espace de Banach E, qui est en dimension quelconque, dimension infinie. Autrement dit, on identifie le phi U là, c'est un ouvert de l'espace de Banach ou bien de l'espace de Fréchet que vous connaissez comme ça, en dimension, c'est une notion qu'on utilise là. On appelle ça Banach Lie Group, Fletcher's Lie Group, Hilbert Lie Group, et so on. Vous allez voir dans la deuxième partie de mon exposé, je vais construire des groupes ici, des groupes de Lie de Banach, parce que grâce à ces groupes de Lie de Banach, les représentations qu'on va construire, ou bien les fonctions sphériques de type d'état qu'on va construire, ils seront de classe C infinie, ça reste de très bonnes propriétés grâce à cette dimension, cette propriété assez particulière des représentations de Banach, de Fréchet, de Hilbert, et ainsi de suite. Bon, ça c'était juste pour parler de comment je vais utiliser les espaces de groupes de Lie de dimension infinie après, en faisant appel à la notion des groupes de Lie de Banach, des groupes de Lie de Hilbert, et ainsi de suite. Bon, maintenant je vais parler de la grassmannienne, hein, ce qu'il appelle pas la grassmannienne. C'est ce que l'autre parle ceci. C'est une notion que j'ai introduite depuis en 2011, c'était en Afrique du Sud que l'idée là m'est venue, de définir, d'appeler les fonctions de type d'état comme des grassmanniennes P et de hauteur d'état. Ici, le P, ici, c'est quand vous prenez une fonction phi sphérique. Peut-être que tout le monde connaît ces notions de fonction sphérique, hein, c'est pourquoi je ne veux pas retourner encore à la définition de type d'état. Le P en question définit la hauteur de votre fonction sphérique là. Or, la hauteur, c'est juste la multiplicité d'état que je prends. D'état étant un élément du diagramme unitaire de K étant un sous-groupe compact de G. Hein. Donc, c'est la multiplicité d'état dans la restriction de la représentation associée à votre phi, on le restreint à K. C'est le nombre de fois que le détail continue dans la restriction de la représentation associée à phi à K, qu'on appelle qui est la hauteur de ceci, la hauteur de votre fonction sphérique. Et c'est ça qui détermine en fait la taille de la matrice de votre fonction sphérique. La fonction sphérique de type d'état, c'est une fonction de G à valeur dans un espace d'endomorphisme. Hein, donc, tout élément de G phi de I, c'est une matrice. Ça devient une matrice MC comme ceci, où le M là, c'est ça qui est la hauteur de phi. Où le M ici, attendez, je vais bien écrire là. Voilà, où le M est la hauteur de phi. Hein, voilà. Donc, la grassmannienne sphérique, là, pourquoi le mot grassmannienne? Parce que ce mot existait, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot grassmannienne, mais je l'ai appliqué à cette fonction suite de type d'état. La grassmannienne, d'abord, par définition, donc N, donc P. Quand vous avez un espace vecteur de dimension N, tous les sous-espaces de dimension P de cet espace, on appelle ça la grassmannienne, donc P. Je prends la plus grande espace de dimension N,
le P est plus petit que bien sûr N, je prends tous les sous-espaces de votre espace vectoriel de dimension P qu'on appelle la grassmannienne d'ordre P. C'est exactement ce qui se passe ici. Je prends toutes les fonctions sur le type d'état de hauteur P dans l'espace en question, ce qu'on appelle la grassmannienne d'ordre P. Hein? Donc, c'est la même chose, sauf que le premier cas parle des classes de fonctions sphériques de type d'état, qu'on appelle la grassmannienne. Bon, autrement dit, quelle est la différence entre les fonctions sphériques dont je parle tout à l'heure? Je vous ai dit que pour la représentation de G dans E, ça bénéficie de la pi de X, pi de Y. Hein? Et puis c'est égal à E en l'élément de ça, c'est bon. Maintenant, quand je prends un phi dans la grassmannienne qui se font de type de hauteur P, il y a une relation équivalente à cette relation que nous utilisons, que vous connaissez sans doute aussi, au niveau des fonctions sphériques, qui est de cette forme-là. C'est-à-dire, je prends K, un sous-groupe compact de G. Là, cette relation exactement veut dire c'est exactement la même chose que l'autre là. Dk est égal à phi de X, phi de Y. Vous voyez, phi de X, phi de Y, c'est ça qui est là. Sauf que ici, là, je prends sur K. Ceci, c'est ça qui représente exactement l'analogue de ce qui se passe pour les représentations au niveau des fonctions sphériques. Si bien que si vous faites des démonstrations au niveau des représentations que vous voulez passer aux fonctions sphériques, vous pouvez jouer sur cette égalité là. C'est pas compliqué, c'est plus complexe, hein, parce que ici, par exemple, si je prends par exemple sous un certain groupe particulier compact, là, je retombe sur exactement ce que vous connaissez déjà. De la linéarité, hein, des représentations là au niveau des fonctions sphériques de type d'état. Bon, quelle est ma préoccupation dans ce travail-là? Bon, j'espère que je ne parle pas trop, hein, parce que j'aimerais que maintenant je vais expliquer quelle est la particularité de mon travail, de ce travail que sur lequel je voulais que vous travailliez après. Bon, quand je prends un vecteur E qui soit un vecteur différentiable, j'avais dit que l'application qui a tout x, pi x, v, il est de classe infinie, de G dans E. C'est ça, par définition de vecteur différentiable. Bon, ça c'est au niveau des représentations. Pi, bien sûr, étant une représentation, hein, représentation de G dans cet espace-là, de Fréchet. Bon, moi, ce que je fais ici, qui est représentation, ça, ce sont des vecteurs différentiables par rapport à la représentation. Je vais définir la même chose, des vecteurs différentiables de V. C'est exactement, puisque les fonctions sphériques ici aussi sont des endomorphismes. Des endomorphismes de E. Exactement ce qui se passe aussi, le pi x aussi, c'est un endomorphisme de votre espace en question. Sauf que il n'y a pas la linéarité dont je vous parle qui est différente de ceci. Donc, je dirais que ce vecteur V ici, ce monté V là, est un vecteur différentiable par rapport à la fonction sphérique en question. Différentiable par rapport à la fonction phi. Alors qu'ici, c'est une fonction V ici, il est différentiable par rapport à la représentation pi que vous avez. Bon, il y a un certain nombre de résultats que je vais vous montrer tout à l'heure que certains ont fait, qui ont été faits pour les représentations. Ce que je vous demande de faire, comment le faire pour les fonctions sphériques là. Juste ça, hein. C'est pas compliqué, ça peut être un objet de travail aussi que vous pouvez facilement faire, que vous pouvez faire grâce à certaines analogies, certaines correspondances au niveau des vecteurs différentiels, des représentations de fonctions sphériques. Vous pouvez obtenir beaucoup de résultats, dont je vais vous parler tout à l'heure à la fin, des résultats qui ont été obtenus sur le plan avec les représentations et qu'on peut obtenir aussi avec les classes de fonctions sphériques de type d'état. Je donne un exemple de résultat qui a été obtenu qu'on peut chercher à étendre. Hein. Je cherche un candidat, je l'ai essayé, je sais que c'est faisable, donc j'ai passé du temps pour développer ce qu'on appelle le théorème de Nelson. Le théorème de Nelson.
Le théorème de Monson montre que l'espace en question que l'on est infini là, on peut l'identifier à l'intersection, à l'infini du domaine de ces opérateurs-là, de U infini, de ce Laplacien là, puissance n. Et puis on prend la fermeture. Ce que l'autre part, ceci U infini là, c'est ce que je peux noter ici c'est la restriction de U à E infini. Hein. Le détail ici, c'est l'équivalent du Laplacien, c'est la somme de I au carré. Là, ce qui a été fait par Nelson, il a fait en dimension finie. Mais ce que moi, je veux que vous fassiez, qu'on peut faire, qui n'est pas compliqué, si vous êtes intéressé, que vous guidez dedans, on peut le faire en dimension infinie, en dimension quelconque. Quoi, hein. Donc, autrement dit, cet opérateur-là, ça, c'est un opérateur. Hein, ceci d'abord, c'est un opérateur, c'est un endomorphe. Nelson a montré que E infini n'a plus ce qui de la fermeture de cet endomorphe, de cet opérateur-là, qu'on appelle le théorème de Nelson. Bon, ce que j'ai établi, je suis en train d'établir au niveau de Nelson aussi. On peut établir ce même théorème-là, au lieu de prendre des fonctions, des vecteurs différenciables à partir de représentation, on peut prendre des vecteurs différentiables à partir de la fonction sphérique et établir l'analogue de ce théorème-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ce que je vais vous montrer par la suite. Hein? Ça, c'est une des questions qu'on peut s'opposer dessus. Hein? Et puis aussi au niveau de, j'ai dit tout à l'heure que le E infini, il est stable par pi, on peut monter la stabilité aussi au niveau des phi, il y a tellement de choses qu'on peut faire, hein, qu'on peut faire, au lieu de considérer les représentations, on considère les fonctions sphériques de type d'état. Bon, je vais aller, bon ça j'ai résumé, j'ai trop parlé, le résumé c'est trop long, je vais aller montrer ce que les tests là, on va essayer de voir ça ensemble. Voilà. Bon, voilà. Le test, comme il dit, fonction de ceci est égal à ça. Les fonctions de type d'état différentiel. Quand je parle de fonctions de type d'état différentiel, c'est des fonctions sphériques de type d'état, hein, justement, qui sont restreintes à l'espace des fonctions différentielles par ces fonctions de type d'état-là. Donc, je commence, je prends un groupe de Lie ici, histoire dénombrable à l'infini, un groupe de Lie dénombrable à l'infini à cause du fait de la composition, la convolution, il faut que ce soit interne dans l'espace, dans l'algèbre qu'on va définir. Je prends l'espace vectoriel ici, je prends le vecteur vectoriel toujours localement convexe ici, localement convexe, où la topologie ici est définie par une famille de ces semi-normes là, ici. La première des choses que je dis, le A, il est dit différentiable si le U, si l'application là est de classe infinie. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure ici. Hein. Dans le A, et puis on identifie le A qui est vecteur différentiel avec cette application qui permet de déduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la topologie sur E infini. Voilà, l'espace différentiel, on va le noter E infini comme ceci. Voilà. Bon, je vous ai dit qu'un exemple de vecteur différentiable, ce sont les fonctions qui sont à support compas de classe infinie. Toute fonction à support compas de classe infinie, c'est un vecteur différentiel pour les représentations régulières gauche et droite. Hein. Donc, ça veut dire que vous comprenez déjà que cet espace contient suffisamment d'éléments. Et puis aussi, au niveau des représentations, on montre que cet espace-là, il est stable par ce U-là, si bien qu'on peut restreindre la représentation de U à U et en avoir une sous-représentation de U, hein, qu'on va définir après U infini. Bon, c'est ça, j'ai essayé de voir comment, ça c'est facile à démontrer, c'est pour pouvoir montrer la stabilité. Quand je prends une fonction A qui soit de ceci, je vais montrer que UF aussi il est dans A infini. Le A ici, il est dans E infini, hein. Je vais montrer que c'est là E infini, bon, c'est facile. Voilà, c'est l'identification dont je parle, ça. Hein. L'identification dont je parle, c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'on identifie tout vecteur différentiable ici, qui est dans E infini, à une fonction de classe C infini de G à valeur dans E. Hein. Cette identification permet d'identifier le E infini à une sous-espace fermée de ceci, qui permet d'induire sa topologie, qui donne la richesse de sa topologie.
Bon, je dis que la représentation, ceci, quand on le restreint, on va noter E infini. E infini, c'est l'espace de vecteurs différenciables. Restreint ça dans les représentations U infini. Hein. On montre ces égalités-là qui sont très intéressantes à démontrer pour les représentations. Vous pouvez aussi le chercher à le voir aussi pour les fonctions sphériques de type d'état. Voilà la définition d'un jet pas tout à l'heure là. Comment étendre, quand vous avez une représentation d'un groupe donné, deux groupes de Lie connaissent, comment l'étendre à l'algèbre de Lie, à l'algèbre de Lie de ce groupe de Lie, et pourquoi l'étendre maintenant à son algèbre universelle enveloppante, grâce à cette définition-là. Hein. C'est en fait la différentielle de U en T égale à 0, autrement dit en élément neutre. Hein. Voilà, c'est sûr, il y a de classe infinie de G dans ça. Donc, c'est toute son notion existe déjà. Je vais vous donner les documents, c'était montré, tout ça, c'était démontré. Donc, ça ne fait pas partie de mes préoccupations ici. Et de même aussi ici que les cas de point européen de G dans ça, l'espace de Garding, là, c'est toujours l'espace engendré par les pi, les PFA, hein, ce qu'on appelle l'espace de Garding. C'est aussi un sous-espace aussi dense dans eux. Bon, je peux en parler à la fin si vous avez des questions. Bon, voilà l'opérateur que j'ai défini. Cet opérateur-là, c'est un opérateur ici qui est défini pour tout X dans G. On peut le faire pour tout X dans son algèbre universelle enveloppante, ceci, dans ça. Ici, il faut savoir que le G là n'est pas forcément de dimension finie. Surtout l'espace plutôt n'est pas forcément de dimension finie, si bien qu'il faut s'assurer de l'existence de ces dérivés-là avant de pouvoir définir le domaine en question. Le domaine, c'est ça. Le domaine, c'est ceci. Et c'est l'intersection de ces domaines-là, en prenant le Laplacienne là, qui permet de définir l'espace, ce qu'on appelle par le théorème de Lerson. Le théorème de Lerson, on prend ceci, voilà, on prend ce Laplacien là, grâce à une base, ça c'est la dimension finie. Grâce à une base, on définit ceci, le Laplacien, et ça permet d'avoir le théorème de Lerson qui est là. Hein. Peut-être dans les prochaines séances, je vais vous montrer où est-ce que ça peut s'utiliser ce théorème de Lerson. Grâce à la fermeture, le U infini de θ, c'est un endomorphisme de E. On prend la fermeture de cet opérateur-là, on prend le domaine, on prend l'intersection jusqu'à l'infini. Il a montré c'est égal à ça. Et la question, c'est de montrer aussi, dans le cas sphérique de type d'état, cette notion-là. Je vais en parler à la fin. Bon, là, je parle de la Grassmannienne d'ordre P, c'est-à-dire que je viens de finir ici. La Grassmann d'ordre P, c'est des fonctions sphériques de type d'état dont la hauteur est égale à P. Le P étant, bien sûr, comme je l'ai dit, la multiplicité de votre représentation associée à la fonction restreinte à K. À K, le sous-compact dans lequel vous avez pris vous avez représenté les deltas, sur lesquels on connaît, l'état est une des représentations. Voilà. Regardez comment j'ai dit. Ça, c'est nouveau. Hein. Vous pouvez prendre. Moi, je n'ai pas besoin de publier. Hein. C'est vous. Hein. Je peux vous envoyer le test après. Hein. Voilà comment j'ai défini ici ce qu'on appelle le vecteur différentiel pour cette fois-ci une fonction sphérique de type d'état. Autrement dit, vecteur différentiel pour une Grassmannienne. Hein. C'est exactement la même chose que à partir, au lieu de prendre phi, au lieu de prendre pi comme représentation, je prends comment est-ce qu'on peut, les difficultés qui peuvent survenir, mais qu'on peut facilement contourner grâce à cette relation qui existe déjà au niveau des fonctions sphériques, qui sont l'équivalent des fonctions, des représentations connues déjà. Hein. Bon, ça c'est nouveau, vous pouvez prendre ça, vous travaillez dessus, ça devient des vecteurs différenciables pour les fonctions sphériques de type d'état. Vous tombez aussi sur un endomorphisme de cette entité. Le V étant dans E, le V étant dans E, on a cette quantité-là. Et puis aussi, ça aussi, ça n'existe pas aussi, ce que j'ai noté là. On connaît les fonctions sphériques sur un groupe. Là, j'ai défini les conditions que la fonction sphérique soit sur l'algèbre de ce groupe en question. Voilà, c'est ça qui traduit le cas central, ça traduit le cas d'état invariant, et ceci traduit la représentation en question. Hein? Donc, on peut aussi définir dessus. C'est grâce à ceci, à cette fonction sphérique maintenant qui est définie sur une algèbre de Lie, qui permet de définir, d'obtenir le théorème de Nelson dont je parle. Vous voyez, le théorème de Nelson dont je parle, c'est le phi infini
des certains opérateurs de l'algèbre universelle enveloppante. Donc, il faut pouvoir définir, savoir comment on peut définir les phi sur les algèbres de Lie ou bien l'algèbre universelle enveloppante de ces algèbres de Lie-là. Voilà les relations l'équivalent de ce qui existe déjà pour sur les groupes. Ça je l'ai, il n'y a pas seulement avant-hier que j'ai écrit ça, c'est l'équivalent de ce qui existe qu'on peut définir sur les algèbres de Lie, de l'algèbre de groupe. Autrement dit, plus tard à leur extension. Quand je mets ici, ça c'est mal écrit, hein, c'est très mal écrit. Ce que je vais dire par là, je peux autrement dit, on a l'habitude de l'espace que nous considérons pour les fonctions spécifiques, c'est le ceci. Ce sont des fonctions, cet espace-là, qu'on définit comme I delta de G. On prend l'espace avec UC de G. C'est comme ça qu'on définit cet espace-là. Et souvent, on le fait associer à des fonctions qui sont U delta sphérique, ceci de G. Cette fonction de c'est une algèbre de convolution. C'est une algèbre de convolution. Or, on sait que associative, bien sûr. Et vous savez que pour toute algèbre associative, quelconque que soit de convolution ou pas, on peut lui associer une algèbre de Lie, hein, grâce au produit de convolution donné. Hein. On peut une algèbre de Lie que je vais noter comme ceci. Voilà, ça c'est l'algèbre de Lie de cette algèbre de Lie de convolution en question. Donc, autrement dit, le phi que j'ai défini là, ça sera de cette algèbre de Lie en question, le mu phi. Le mu, qu'est-ce que j'ai défini par des mu? Attendez, je vais effacer pour bien écrire. Voilà, voilà. C'est l'application qui est la représentation, c'est mu des phi. C'est ça qui est la représentation en question. Et c'est ça qui est de F. Hein? Donc, c'est mu des qui est une représentation de l'algèbre de Lie de G induit par ceci de L là sur l'espace de vecteurs que l'espace de vecteurs E infini. Hein? C'est ça qui va vous permettre d'écrire le théorème de Nelson. Puis on prend des opérateurs différentiels, là, il faut quand même savoir comment est-ce qu'on peut écrire cette notion-là. Au lieu de prendre sur des groupes, on prend sur des algèbres. Donc, c'est l'algèbre de ici, c'est l'algèbre. J'ai l'algèbre ici de convolution associative. On peut toujours définir une algèbre de Lie associée par ça. Et c'est ça qui intervient. Et les démus là, des mu définissent autre chose que la représentation de cette algèbre de Lie là, de ceci. Le crochet défini par les produits de convolution, hein, donc c'est facile à démontrer. Bon, je vais repartir à ce que je faisais. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez cette relation-là pour les deux. Hein. Bon, voilà ce qui se passe. Voilà le théorème de Nelson, l'analogue du théorème de Nelson ici. Hein. C'est facile de prendre le phi, le U comme représentation. Je prends le U comme ceci. Donc, ça, je prends tout la fermeture de cet opérateur différentiel, de cet opérateur plutôt, la fermeture de M. On peut montrer ça. Hein. Moi, je ne l'ai pas montré, j'ai commencé par le faire, mais vous pouvez le faire. Si quelqu'un qui est intéressé, si comment je peux l'aider, on va voir comment il peut terminer ça, et puis en faire des papiers après. Hein. C'est ça qu'il appelle par le premier théorème 1, le théorème de Nelson, hein, extension du théorème de Nelson au cas des fonctions sphériques de type d'état. Et puis aussi, deuxième théorème aussi, ici, on prend un vecteur DG là. DG, c'est quoi? Je suis obligé de retourner tout chaque fois pour vous expliquer les notations que je n'ai pas tout écrit. Hein. Excusez-moi. Je vais définir ce qui est par le DG. Ouais. Quand je prends un élément je prends ceci comme étant égal à l'algèbre de Lie de G. Hein. L'algèbre de G. Je prends G ici. On appelle ça Fréchet. Fréchet Lie group. Hein. Fréchet Lie group. Ça veut dire quand vous prenez un groupe de Lie, d'abord c'est une variété. Hein. Is a manifold, is a group, and they map this one
F, non, non, F de ceci est égal à F de X moins, quand je prends X moins 1, Y moins 1, ceci, il est de classe infinie. Le fait que ce soit une variété différentielle, là, autrement dit, c'est un espace topologique localement euclidien, bien sûr. Là, hein? C'est ce que j'appelle par là. Donc, les ouverts, quand je prends l'élément de G, il va dire un voisinage UP, ceci, qui sera homomorphe, UP qui sera homomorphe à un ouvert de l'espace de Banach, où ceci est un espace de Fréchet. Donc, le UP qui est un voisinage de P sera identique, sera homomorphe à un ouvert de ce. Quand je mets le O comme ceci, O, c'est l'ensemble des ouverts de cet espace de Banach-là. Hein? Si bien que ça, c'est ce qu'on appelle le groupe de Lie de Fréchet. Hein? Fréchet-Lie group. La variété en question est une variété de Fréchet, on appelle ça variété de Fréchet, ou Fréchet manifold. Hein? Il y a certains qui ont écrit comment a commencé par écrire sur ces notions depuis 2010 hein, que beaucoup de gens, au lieu de prendre des espaces qui sont homomorphes, localement étudiés, on prend des fonctions qui sont localement d'espace de Fréchet, quoi. Quand il parle de localement, on peut les identifier à des ouverts d'espace de Fréchet de Hilbert, etc. On appelle ça localement hilbertien, ainsi de suite. Hein. Ça n'a pas dit qu'on définit une structure d'espace de Fréchet sur le ouvert en question. Hein. Local, on parle des ouverts ou local de votre espace en question. Hein. Bon, I'll go back to voilà, c'est ça. Hein. Donc, le DG que je parle ici, je n'importe que l'intersection des V qui sont dans le V, là, des V qui sont ici, qui sont telles que la différentiable là soit égale à existe. Hein? Hein? Bon, si je n'écris pas, je suis pas. Il faut que vous compreniez là. Ça dit que quoi? On considère le D, quand je prends grand X, l'élément de G, ça contient des éléments V, éléments de E, tels que la différentielle par rapport à T de pi de exponentielle de T grand X de V restreint à T égale à 0, ceci existe. Si ceci existe, parce qu'on est cette façon, il y a un groupe de Lie qui soit un groupe de Fréchet, groupe de Fréchet, Fréchet Lego. Hein. Donc, ça veut dire qu'en dimension infinie, habituellement, on n'a pas besoin de poser cette condition-là. Souvent, à dimension finie, ça existe, on n'a pas de problème. Mais en dimension infinie, il faut faire attention, il faut construire cet espace-là. Et le D d'état là, n'est autre chose que l'intersection des DX où les X sont quand on sont dans DG. DG étant l'algèbre de Lie de votre groupe de Lie en question. Hein. Donc, voilà quoi. Donc, c'est DG qui est ça qui intervient dans cette partie-là dont je parle. Bon, voilà, on a un deuxième théorème comme ceci. Je peux vous envoyer cela. Ce n'est pas compliqué à démontrer. Un paramètre assez particulier, il a écrit de façon avec un paramètre d'état où le ceci est intégré à 0. J'ai la démonstration de ceci dans le cas vecteur, dans le cas de représentation. Hein? Donc, je peux vous envoyer la démonstration dans le cas des représentations, mais à vous de démontrer ça dans le cas des fonctions sphériques. Hein? Compliqué, ça peut se faire. Hein? Ici également, ici, là, je prends G est de dimension finie. Non, ça, c'est une erreur. G n'est pas de dimension finie. Ici, là, G est plutôt de dimension infinie. C'est une erreur sur cette quantité-là. Hein? Donc, on montre que cette application est une inversion topologique, quoi. Autrement dit, voilà l'identificateur dont je parle là. On identifie le V avec le V tilde. Donc, je disais tout à l'heure que la topologie de V infini n'est-ce que la topologie induite par la topologie de cette fonction-là, hein, de convergence uniforme de cet espace-là. Cette topologie, il est plus fine que la topologie induite par ceci, induite par le V infini qui est sous espace de V. Troisième, quatrième théorème, ça c'est aussi très important aussi. Ici, quand je parle de le phi moins l'infini, j'ai juste le dual
le phi infini, hein, quand je mets, je peux encore retourner pour vous montrer ce que j'appelle par le phi moins l'infini. Souvent, quand je mets le phi infini ici, quand je pense son espace dual, dans beaucoup de bouquins, on met le phi moins l'infini, qui intervient beaucoup dans la théorie des distributions. Théorie des distributions. J'ai même fait un papier il y a quelques années là, sur les vecteurs, les vecteurs différenciables, sur les vecteurs de distribution, mais des vecteurs pointés là, sur ces genres de notions-là. Autrement dit, c'est le dual de l'espace qu'on appelle qui est égal à moins infini. Quelqu'un met l'ambiance là. Bon, voilà, je pense que c'est l'essentiel. Bon, je ne vais pas trop. Ouais, c'est bon, je pense que c'est l'essentiel. Bon, voilà les 4 théorèmes que je vous propose à chercher à démontrer. Cette notion associée à représentation fossile de type d'état n'existe pas encore. Ce que j'ai dit, ça existe en dimension finie avec des représentations. Ça existe, n'existe pas encore en dimension infinie, surtout avec des variétés de encore. Donc, voilà quelques-uns des propriétés que je voulais vous proposer. Bon, on peut causer après. Merci. Pour l'exposer, vraiment, c'est très dense pour moi. Les yeux sont fermés. C'est un peu à peu près. Je me trouvais dans les galaxies, en fait. C'est vraiment dense. Il faut les ouvrir. OK. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Quelqu'un veut poser une question? On est nombreux, on a une vingtaine de gens, c'est formidable ça. Ouais. Do you have any question? Ouais, des commentaires, allez-y, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il n'y a pas de problème, c'est bon. Posez vos questions. Si vous n'avez pas de questions, un commentaire, ou bien ce que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez, je suis disponible. Professeur, bonsoir, c'est Zoto. C'est qui? Zoto. Zoto, ok, d'accord, ok. Professeur, j'ai suivi avec vraiment beaucoup d'engouement cette réunion. Professeur, j'ai 3 questions. Ouais. La première question, je veux l'intérêt de l'isomorphisme de Grothendieck. Ouais. Oui. Bon, on pose des questions après. Et la deuxième? Oui, maintenant la deuxième, je veux avoir un peu plus d'informations sur, sur le groupe de livres de Fréchette. Ok. Et la troisième? La troisième, maintenant, peut-on définir la transformée de Fourier de fonctions de type d'état différenciable? Pourquoi pas? Ok. Bon, on va aller. Là, je vais prendre le tableau. Si vous permettez, on va écrire. D'accord, professeur. Les maths, il faut toujours écrire, sinon on ne comprend pas. Quand je pense cette fonction, ceci de G, ça, ce sont des fonctions de classe C infinie définies sur G. Si je prends F ici, F est un élément de G dans C ou R. Des fonctions complexes continues, de classe C infinie sur G. Les fonctions sont de cette forme-là. C'est à valeur scalaire, disons. Maintenant, si tu as une fonction, tu veux définir une fonction à valeur, pas valeur scalaire, à valeur vectorielle, au lieu de prendre le corps, le scalaire que je peux noter par cas en général, et tu le fais à valeur vectorielle, il suffit de faire le produit tensoriel de ceci avec le vecteur, avec l'espace en question. Autrement dit, les éléments de ceci seront de la forme le F tensoriel avec un élément U en question ici. Ce qui est défini comme ceci, on fait le produit serré de U appliqué à un is, c'est exactement F de is U, qui est cette fois-ci vectorielle. Tu vois, je suis parti d'une fonction scalaire, F étant scalaire de G, il est scalaire, j'ai défini une fonction comme ceci qui est de G à valeur vectorielle. Tu comprends? Donc, c'est une autre façon de construire ceci. Grothendieck a montré que cet isomorphisme-là, j'ai pu obtenir quelque chose à valeur vectorielle de G dans ça.
de G dans E. C'est pour cela que Gauthier a montré que c'est lui qui a travaillé beaucoup dessus. Donc, cette fonction à valeur vectorielle-là, il les identifie grâce à ça, il les identifie à une fonction à valeur scalaire tensorelle avec l'espace vectoriel en question. Là, je prends une fonction scalaire, je fais une tension avec le vecteur. Ça peut être un endomorphisme, mais ça suit des fonctions sur cet espace-là. Hein, les fonctions de ceci qui sont même, on prend même la fermeture, c'est le produit tensorel projectif qu'on prend. Hein, je ne veux pas vous produit tensorel projectif qu'on prend pour démontrer ça. Puis on est en dimension infinie, quoi. Donc voilà, je prends complexe, j'obtiens sur ça. Donc si vous avez une valeur vectorielle, on prend ça. Pour ne pas trop parler, deuxième question, c'est de quoi? Tu as dit quoi déjà là? C'était concernant la topologie sur comment dirais-je, l'espace de Fréchet. Ah, il parle de l'espace de Fréchet. Fréchet, tu sais, quand on a un espace vectoriel topologique, un espace vectoriel, on peut définir un certain nombre de topologies d'espace-là. Quand la topologie définie sur l'espace vectoriel est définie par une famille de séries nombres dénombrables, on parle d'espace localement convexe. Et si en plus, l'espace il est complet grâce à cette sémi-nombre-là, cette famille de sémi-nombres-là, ce sont on parle des espaces de Fréchet. Mais quand je parle de groupe de Lie de Fréchet, ils appellent ça Fréchet-Lie group. Hein? Fréchet-Lie group. Hein? Groupe de Lie de Fréchet, Fréchet-Lie group, ça veut dire que quoi? Comme je disais tout à l'heure, là, c'est des groupes de Lie, des groupes topologiques, bien sûr, qui sont localement d'espace de Banach. Pas euclidien forcément, mais tous les cas, je prends l'élément P et l'élément X quelconque de ce groupe-là, il existe un voisinage UX, tel que le UX en question là, soit homéomorphe à un ouvert de l'espace de Banach, de Fréchet, de tout ce que vous avez là. Là, pour ce qui est bon pour ce bouquin, je vais vous montrer ça. On montre que quand on prend, dans le cas, même si c'est en dimension infinie, on est arrivé à démontrer que les fonctions sont smooth, ils sont de classe infinie. Les représentations, l'action de, je vais changer de couleur, hein, si vous permettez, pour ne pas. Hein, sorry, hein, voilà. L'action, quand je prends la représentation G, V, le G opère sur l'espace en question dans V, quoi. Hein, cette action-là, il est de classe infinie, même si le G ici le G est de classe infinie, surtout quand le G est un groupe de Lie de Banach, de Fréchet, tout ça. Hein? Alors qu'en général, quand c'est en dimension, ça, je suis en dimension quelconque, un B n'est pas dimension finie, en dimension quelconque là, ceci. Et quand on définit comme ceci là, on arrive à démontrer que l'action est continue, l'action est différenciable. Toutes les actions sont aussi définies comme si on était dans un groupe de dimension finie quelconque. Et la troisième question, c'est quoi déjà? Pour ça, c'était de savoir si on pouvait définir la transformée de Fourier de type d'état différentiable. Mais pourquoi pas, je n'y ai pas pensé. Mais une fois que tu peux définir les fonctions sphériques de type d'état, en fait, ça n'a rien à ça, on peut le faire, hein, sinon c'est complètement une autre théorie à part. Je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé seulement le fait que la fonction sur le type d'état, c'est un espace, c'est une fonction à valeur dans un espace d'endomorphisme, comme la représentation nous le dit. Donc, on peut avoir des vecteurs E infinis. Hein? Maintenant, pour la transformer de Fourier, c'est la fonction sphérique même que tu prends. Donc, ça n'a pas d'incidence directement sur ce que j'ai écrit là, quoi. On peut facilement le montrer. Mais quand il dit que le transformation de Fourier de type d'état, ça dépend de quelle transformation, comment, qu'est-ce que tu veux associer à ça. Et je ne pense pas que ce soit la même chose. Hein. Hein? Peut-être au niveau des fonctions sphériques, bien sûr, de type d'état, mais pas la transformation de Fourier. Donc, je ne pense pas que ce ne sera pas utile à grand-chose. Hein? Merci beaucoup, professeur. Okay. Merci beaucoup, professeur. Okay. Mes amis, I need your comment. Hein?
Ah, a dit Il y a d'autres questions? we're on ensemble. Hein? You follow me. Ah. Did you understand what did you understand? Ah, je crois qu'il a le problème de connexion. Ah, il est parti, il est parti. OK. Ah. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre en attendant, c'est bon. Quoi. Il y a le professeur Yaogan. OK. Ah, Yaogan, OK, d'accord. Yeah. Professeur, pour la présentation là. Il ne t'attend pas, hein? Pas plus fort là. Oui, d'accord. Je disais merci pour l'exposé. Je voudrais maintenant demander un éclaircissement. Okay. Vous avez dit que ce qui est fait avec les représentations, on peut les faire également avec les fonctions sphériques de type delta. Alors, s'il y a cette équivalence-là, et refaire la même chose avec les fonctions de type delta, est-ce que ça ne fait pas juste une répétition? Non, on ne peut pas le faire puisque ce n'est pas une répétition. Je ne dis pas qu'on peut le faire. Hein. Même si on peut le faire, on peut faire certaines choses, pas tout, bien sûr. Hein? On ne peut pas linéaire, hein? Donc on ne peut pas faire tout, mais si ce soit un général, on peut démontrer. Allô? Si tu arrives à démontrer que ce qui a été fait pour le représentant est aussi valable pour les fonctions, ce sera un grand pas. Autrement dit, moi, l'intention, on sait construire des fonctions sphériques sur des groupes. Si je peux construire une fonction sphérique sur un sous quelqu'un, est-ce que je peux construire la fonction sphérique de type d'état sur le groupe entier en utilisant ce qu'on a fait pour les représentations aussi. Là. Ça n'existe pas encore aussi, ça. Donc, ça permet de montrer la richesse de de l'espace induit, quoi. Hein, grâce aux vecteurs différenciables qu'on a fait dans le cas des représentations. Tu comprends ce que je veux dire? Et une autre question, si on peut aller sur le diapo, le slide là où vous avez des fonctions sphériques Attends, je vais repartir là. Et le Grassmannien pour les fonctions sphériques. Ah ouais, c'est ça. Je n'ai pas défini, je ne fais que annoncer. Hein. La suite de ça. La suite de ça. Voilà. OK. Maintenant, je voulais savoir. Le fil de X appartient à un certain espace d'endomorphisme. Ouais. Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre l'espace vectoriel lié à l'endomorphisme là et l'espace vectoriel E de la définition? Non, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Pour définir une fonction sphérique de type d'état, il faut se fixer l'espace vectoriel en question. E. D'accord? C'est cet état vectoriel-là que j'utilise pour, je prends les vecteurs dans cet espace vectoriel E parce que la fonction ci de type d'état, c'est une fonction de G à valeur dans un espace d'endomorphisme, d'un certain espace vectoriel, quoi. Que la dimension ne soit finie ou non. Hein? Donc, oui, ouais, vas-y. Ma question, c'est justement si c'est le même ou bien. Qu'est-ce que c'est le même? Je ne sais pas ce que tu veux dire. L'espace vectoriel lié à l'endomorphisme, l'arrivée de phi de l'espace. Écoute, le phi, j'ai pris phi. Attends, je vais écrire alors. Peut-être, laisse-moi. Je vais écrire, peut-être en écrivant, on peut se comprendre. Hein? Ouais, je vais écrire un peu ce que je vais dire. Quand je parle le phi sphérique là, c'est une fonction de ceci dans E. E est un espace, un espace de Banach, hein, de Banach ou bien un espace vectoriel, ceci. Hein? Moi, le B de E, il est différenciable par rapport à phi si l'application tire à tout si on appelle phi is
de V là, il est de classe C infini, de G dans E. C'est bon. C'est bon? C'est la réponse. OK. Merci. Il y a d'autres préoccupations? Francis. Yes, good evening, Prof. Good Yes. evening. Yeah, I didn't know that you are I'm there. following. If not, I can speak in English so for you. Okay. I wanted to just get something clear. With the Grassmannian algebra, it behaves like just the Clifford algebras. And because it's also a geometric algebra. I wanted to know, in the case of the Banach Lie groups and the Hilbert Lie, Hilbert Clifford algebra, and we also have the Banach spin groups, which are in spins of mathematics. Yeah, and I want to stop you. Instead of using the Banach algebra, Banach or Hilbert or Clifford algebra, you just instead of using Rn, you just use this kind of algebra. You have the same definition. For the definition of the Grassmannian is just a set of usually for when you take the Grassmannian of order P. Suppose that you have a vector space. You have a vector space of n-dimensional. The definition, the original definition of the Grassmannian is all subspace or this subset of the low dimensional. Like if a dimension is 1, we call it the projective space. Yeah, projective. If you're not using the Clifford, you can use it also to define the space of differential vector of this kind of space. Your Grassmannian. Yeah. Do you get me? Il est encore parti. Je peux revenir à lui après. Il y a encore d'autres questions? Brou. C'est Brou. Brou, ok. Oui. Docteur Brou. Oui, bonsoir, monsieur. C'est la fonction sphérotype delta qui a valeur dans l'endomorphisme de E. Le E est infructué ici. Yeah. Et puis aussi, justement, tu poses bien la question là, je peux sauter dessus, maintenant j'ai oublié d'en parler là. Habituellement, quand nous définissons les fonctions de type d'état à valeur d'endomorphisme de E là, le E, nous posons une dimension finie. On prend la dimension finie, mais on n'a pas besoin que la dimension finie, une fois que tu prends les fonctions là, qu'ils soient quasi bornées, quoi. Donc, on peut le définir sur tout espace à condition que de mettre la condition quasi bornée dessus. Tu peux bien définir ta fonction sphérique de type d'état. Donc, moi, je pense, quand je dis les Fletcher space, on peut le faire avec les Banach, les Hilbert, tout ça, on peut le faire, mais sinon, les vecteurs différenciables, là, ce qui a été démontré ici, quand l'espace différentiel n'est pas forcément de Banach, il devient seulement un espace de Fletcher. D'accord. Ouais, ça, c'est prouvé déjà. Donc, même si vous voyez un espace de Hilbert, l'espace des vecteurs, le sous-espace des vecteurs différenciables n'est pas de Hilbert, il est seulement de Fletcher, quoi. Ok. Merci, professeur. C'était juste cette hypothèse que vous voulez. Ok, ouais. On peut en discuter encore non, après. Sinon, l'exposé, c'est un autre level. C'est un autre level, c'est vraiment soutenu là. Ouais, ça, on a besoin d'avoir les documents même et puis lire un peu pour fabriquer des bons. On peut en discuter. Les 4-5 résultats que j'ai énoncés là, ça, personne là, on ne l'a pas fait encore. Vous pouvez le faire là. Moi, je peux vous aider à le faire. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Avoir la biographie et puis voilà. Ouais. Justement, j'ai écrit la bibliographie ici. L'essentiel des résultats ont été démontrés dans ce livre-là. Je n'ai pas. Je vais vous montrer ça. D'accord. Pourtant, je n'ai pas pris la bonne version. C'est bizarre, quoi.
Ah, je n'ai pas la bonne version ici, sinon, oh, Attends, j'ai la bonne, j'ai pas la bonne version de test que je vous ai montré là. Oh, c'est dommage. Donc, je vais chercher ça pour te montrer la biographie là. Donne-moi une minute, là, je vais voir le. Donne-moi juste une minute, je vais voir. Voilà. La version que j'ai projetée, c'est l'avant-dernière version. Ici, là, j'ai beaucoup précisé beaucoup plus de choses, quoi. Tu vas voir qu'à la fin, j'ai mis la bibliographie, quoi. Voilà à la fin, j'ai mis la bibliographie, la question. Hein? La version que j'ai présentée. C'est ce livre de Karl Hermann Niebler. C'est sorti en 2010, là. On differential vector for the representation of infinite dimensional ego. Hein? Tu vas voir tous les détails sur les groupes de Lie de Fréchet, des Fréchet Ligro, Banach Ligro, Hilbert Ligro, et so on. Je peux vous envoyer ça. Hein? D'accord. Ouais. L'essentiel des résultats que je cherche, que vous voulez que vous démontrez là, l'essentiel c'est ici ou bien là, ou bien c'est dans un. Il faut te dire qu'à ma thèse, là aussi, à ma thèse d'état, j'ai parlé beaucoup de vecteurs différenciables aussi. Hein, donc, à l'époque, mais après, j'ai abandonné, je n'ai plus continué. Je fais pense peut-être. Les Grassmanniennes. Voilà. Voilà, c'est. OK. Allô? Voilà, tu vois ici le théorème 3 là. Dans le nouveau, ce n'est pas écrit, mais dans le théorème 3, j'ai pris ici un groupe de Lie de Fréchet, Fréchet-Ligo. Hein? Sinon, hein, tu n'as pas cette immersion topologique là. D'accord, professeur. OK. Merci beaucoup, professeur. Pas de quoi. Il y a encore d'autres questions? Ouais. Oui, allô? Allô? Ouais, allô, hein? Oui, c'est Adjei. Bonsoir, professeur. Oui, professeur. Tout le monde est là, c'est bien ça. Bon, mais je pense que comme mes prédécesseurs, hein, l'exposé il est assez dense. Vous l'avez dit, et donc, bien évidemment, nous espérons qu'avec la documentation que vous allez nous faire parvenir, on aura le temps certainement de s'approprier puis voir ce qu'on peut faire. Mais déjà, je voulais juste demander, parce qu'en fait, je résume un peu ce que vous avez, enfin, ce que vous souhaitez qu'on fasse. Je crois que c'est quelques extensions des propriétés qui ont été établies, hein, les théorèmes là. Alors, déjà, est-ce que pour ce qui a été établi, les théorèmes en question là, il y a des applications justement de cela, bon, histoire d'avoir un peu une idée de l'intérêt véritable qu'il y a à faire. Tu sais que la théorie des représentations, il y a tout d'intérêt, la théorie des représentations. La théorie des représentations, par exemple, quand je vais l'étendre, tu prends un groupe de Lie quelconque, hein? Quand tu veux définir son algèbre de Lie, il y a tellement d'applications sur les algèbres de Lie à partir de Cauchy là. Et puis, quand tu veux utiliser l'algèbre universelle enveloppante là, ça, c'est juste les opérateurs différentiels de cette algèbre de Lie. Or, ces opérateurs différentiels sont beaucoup utilisés aussi bien pour la résolution des équations différentielles pleines, quoi. Donc, ce n'est pas applicable directement, mais ces opérateurs peuvent être utilisés dans la résolution de certaines équations en dérivée partielle, quoi. Hein? Donc, il y a toutes des applications, pas immédiates, parce que là où je suis allé, là, vraiment, il faut descendre un peu pour aller voir les applications qu'il faut faire, quoi. Hein? C'est ça, d'accord. D'accord, professeur. Ok, merci bien. En tout cas, nous attendons la documentation. Ouais, merci. Non, voilà. Je vais penser ça tout à l'heure dans le message, le mail, là, pour tout le monde, quoi. D'accord, merci bien. Merci pour ça. Je vais même balancer l'exposé là même pour tout le monde aussi, quoi. Ok, d'accord, c'est compris. J'aimerais que d'ici un an, je vais voir des papiers sortis par vos étudiants. Hein?
par vous-même ou bien par vos étudiants. Que Dieu vous entende. Amen. Merci pour ce. Il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'ai une question, professeur. Ouais, vas-y. Bon, en fait, durant votre exposé, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur les fonctions sphériques sur G, sur l'espace de Banach E. Je vais seulement un peu comprendre un peu si phi c'est une fonction sphérique sur G. Phi de x c'est une matrice, non? Phi de x c'est une matrice, effectivement, ouais. Maintenant, le produit de phi de x par V avec V un élément de l'espace de Banach E, c'est quoi? C'est une matrice ou c'est un vecteur? Dans les cas où E est dimension finie. Mon fils, quoi. Donc, quand tu l'achètes un élément de E, ça tombe sur un vecteur de E, quoi. Donc, ce serait un vecteur. Un vecteur, oui. Phi de V, c'est un vecteur. V étant un vecteur, l'image de V est un vecteur, puis c'est un endomorphisme d'espace vectoriel. Ah, ok. Ouais. J'étais intéressé à chercher les solutions de l'équation diophantienne x puissance n plus y puissance n égale à z puissance n en utilisant les fonctions sphériques que vous avez énoncées. Comme les phi de x, c'est des matrices, ça veut dire que je peux l'introduire là-bas pour trouver les matrices blocs solution à cette équation. Ah ouais, tu peux définir. Et puis, ce qui est bon pour ça, ce qui n'est pas évident, c'est surtout la taille de la matrice en question, qui est déterminée à partir du choix de l'arbre opérateur d'hectares que tu choisis dès le départ, quoi. Ouais. Parce que c'est la multiplicité des hectares dans la restriction à K qui te donne la taille de la matrice en question. Ouais. Donc, et si delta n'est pas contenu dans la restriction là, tu retombes sur les fonctions sphériques classiques à valeur scalaire, quoi. Ça ne sert pas à grand chose. Ah, ok. C'est très intéressant, c'est un travail dense. J'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Bon, moi, c'est pour vous. Hein. Moi, je veux que vos étudiants peuvent me voir. Je veux les aider. Eux, ils feront le papier. Hein. Moi, je n'en ai plus vraiment besoin. Hein. C'est vous, vos étudiants et tout ça. Quoi, hein. Si quelqu'un est intéressé par ça, il peut commencer par chercher. Et puis, je vais l'aider. S'il veut des informations, je peux l'aider. Hein. Parce que bon, je disais que j'ai fait quelque part, j'ai fait un cours analyse harmonique abstraite à l'Université Laval en février, là, en début février. Ça fait partie, les vecteurs différentiels font partie du cours. C'est une partie du cours que j'ai donné, quoi. Donc, ça a beaucoup intéressé les gens. Et c'est à partir de là que j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas passer au cas sphérique pour voir ce qu'on peut obtenir dedans, quoi. Ah, ok. Ah, ok. Ah, peut-être moi, je vais vous embêter sur les fonctions sphériques. J'ai passé beaucoup de connaissances sur les fonctions sphériques. D'accord. Ah. Non, mais tu sais que je suis là. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, professeur. Il y a encore d'autres questions? Ok, bon. De toute façon, il est 20h30, il n'est pas tard. Hein? Bon, vous avez tous mon contact. Hein? Appelez-moi ceux qui veulent travailler dessus, mais ceux qui veulent avoir des informations, appelez-moi. Hein? Ok. Merci beaucoup d'être là. Le prochain, la prochaine réunion, c'est à la fin du mois d'avril. À la fin du mois. C'est un de mes anciens étudiants, il est prof à l'université Maria Ngouabi, qui a travaillé avec moi à l'époque, là. Donc, il travaille beaucoup plus la géométrie riemannienne, appliquée à cette notion d'analyse harmonique, quoi. Donc, c'est lui qui va exposer le. Ah, ok. C'est pas Gatier, là. Apparemment, je ne le vois pas sur la liste, donc apparemment, il n'est pas là. Donc, c'est pas grave. Hein. OK. Ah, ok. Bon. Merci. Bon, merci. Hein, et puis, à la prochaine.